de, j'ai un temps d'introduction qui permettra peut-être aux autres d'arriver. Donc bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous pour cette webconférence intitulée La reconnaissance du patient et du soignant, même combat. Je vais juste faire un petit rappel au niveau des règles au niveau des micros, de bien laisser le micro fermé et si vous souhaitez échanger, d'allumer le micro. Et il y aura des séquences justement où vous serez invités à échanger les participants. Alors pour comprendre le pourquoi du comment de cette webconférence, je vais commencer par me présenter, ça va aider à comprendre. Et je présenterai par la suite les invités qui sont venus échanger. Donc moi, j'ai une double casquette de clinicien, de diététicien et une casquette également d'ingénieur pédagogique en santé où j'interviens sur différents sites hospitaliers dans toute la France pour former les équipes à l'éducation thérapeutique, entre autres. Et très synthétiquement, pour laisser surtout la place aux invités, dans ce que j'ai pu remarquer et dans ma jeune pratique, c'est que le patient pouvait souffrir d'un défaut de reconnaissance à différentes échelles. Sans rentrer dans les détails, il est fréquent, par exemple, de retrouver des patients souffrant de maladies chroniques, ayant rencontré de nombreux praticiens qui n'ont peu ou pas écouté ce qu'ils avaient à dire, leurs besoins, ce qu'ils sont, etc. Et du coup, se sentent réduits, comme effacés, et parfois ça peut encore plus les bloquer dans leurs symptômes. Et ce que j'ai pu remarquer également et étudier à ma petite échelle, c'est que selon le contexte, le soignant n'a pas forcément les moyens nécessaires de pouvoir proposer cette reconnaissance. J'ai pu notamment remarquer qu'il y avait beaucoup de souffrance chez les soignants qui peuvent avoir le sentiment également d'être réduits, d'être effacés du fait, entre autres, sans rentrer dans les détails, d'un défaut de reconnaissance de leur métier principalement. Et au cœur de cette crise sans précédent, mon intention est simplement de réunir 2 acteurs fondamentaux du soin, d'un côté le soignant et de l'autre le patient, dans l'idée, dans l'intention d'aller vers une même direction, juste le temps de cette discussion. Et pour cela, pour échanger sur cette thématique, j'ai l'honneur de vous présenter 4 intervenants avec une expérience riche et sans doute complémentaire. Et je vais commencer par, le docteur Francis Abramovici, médecin généraliste et psychothérapeute avec plus de 40 ans d'expérience clinique. Bonjour Francis. Salut Ducamp. Duncan? Ducamp? Duncan ou Duncan. Je ne sais pas où Duncan, il faut prononcer les N, merci. voilà. Philippe Barrier, qui est philosophe, spécialiste de la relation de soins avec plus de 50 ans de vie avec une maladie chronique, donc une vraie expertise. Bonjour Philippe. Ah, bonsoir, Lincoln. Jean-Luc Plavis, qui est patient expert et coordinateur France Asso Santé Île-de-France. Bonjour Bonsoir. Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et Claire Soldaini, qui est art thérapeute et dessinatrice, qui interviendra surtout à la fin pour faire un peu une synthèse artistique de nos échanges. Bonjour Claire. Bonjour Duncan, bonjour à tous. Merci à tous d'être là, vraiment. Bonjour à tous. Et j'aimerais, avant qu'on lance les premiers échanges, après je laisse vraiment la parole, je vais juste donner quelques données pour proposer un peu une ébauche de constat actuel, un constat qu'on a chez le patient et le soignant en pré-Covid, pré-situation Covid et pendant la situation actuelle. Donc c'est juste une ébauche, en aucun cas ça sera exhaustif. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager un petit diaporama de 3 diapos pour juste que ça soit un tout petit peu plus clair pour chacun de vous. Et avec un constat qu'on a en situation pour les patients, en situation pré-Covid, juste quelques données. On a en 2015 20 millions de personnes qui souffrent d'une maladie chronique ou qui prennent un traitement médicamenteux spécifique au long cours.
hein, donc ça fait 35% de la population. Pour une personne souffrant d'une maladie chronique, globalement, toutes les sphères de la vie peuvent être fragilisées. Les sphères familiales, psychologiques, biologiques, physiques, sociales, le travail. Et la vie avec la maladie permet d'acquérir une vraie expertise profane de cette vie avec la maladie. Hein, cette expertise profane, c'est cette expérience intime de sa maladie, de son vécu, et qui est un des principaux fondements de l'autonomisation et de l'auto-prise en soin selon la HAS, l'OMS et même la Charte d'Ottawa, hein, qui nous dit que la santé est un bien-être biopsychosocial. Donc je vous invite à bien couper vos micros à chacun de vous. Juste pour poursuivre un petit peu, le constat chez les soignants, encore très synthétique. Les professionnels de santé, hein, ce constat surtout orienté autour de la souffrance, les professionnels de santé sont historiquement la population la plus touchée par le burn-out ou l'épuisement professionnel. Et selon un sondage réalisé en 2018, on a 100% des soignants qui se disent épuisés et 50% qui ont déjà connu un burn-out. Notons également qu'il y a des mouvements sociaux actuels qui se sont intensifiés liés aux conditions de travail à l'hôpital public sur ces dernières années. Voilà, et si on fait un focus, donc ça c'était un très bref autour de la situation pré-Covid. Et si on fait un petit focus avec la situation actuelle, du côté soignant, il y a une revue de la littérature qui a été publiée au mois de juin dans l'Encéphale, qui est intitulée « Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus, quels risques pour leur santé mentale ?» qui montre que des facteurs institutionnels peuvent être source de stress. Donc je vais énumérer quelques facteurs. On a le déficit d'équipement de protection individuelle, la réaffectation de postes, le manque de communication, le manque de matériel de soins, le bouleversement de la vie quotidienne, familiale et sociale. Et d'autres facteurs sont à noter, d'autres facteurs de risque sont identifiés comme l'absence de soutien, la crainte de contaminer un proche, l'isolement ou la stigmatisation sociale, le haut niveau de stress au travail ou les patterns d'attachement insécures. Et toujours selon cette revue de la littérature, il est dit que les soignants ont ainsi un risque augmenté d'anxiété, de dépression, d'épuisement, d'addiction et de troubles de stress post-traumatique. Voilà, je poursuis un petit peu pour mettre le contexte autour de la situation pour le citoyen, pour le tout-venant et également le patient. Selon le professeur El Mostafa Rezrazi, qui est professeur de gestion de crise et de sécurité, qui a publié un article « Covid-19 et santé mentale, les incidences du confinement sur la santé mentale », il décrit qu'au-delà de ses conséquences économiques, le confinement a eu et continuera d'avoir des impacts psychologiques importants sur les populations. Il décrit que plusieurs études sur les 10 dernières années, notamment menées en Asie de l'Est, révèlent que l'état psychologique résultant de la quarantaine ou du confinement ne disparaît pas automatiquement après la levée des mesures sanitaires, et bien au contraire, l'état de détresse chez les individus perdure souvent, s'intensifiant quelquefois ou encore mutant vers d'autres pathologies. Voilà, c'était juste, je finis un petit peu ce partage d'écran, si j'y arrive. Mince, comment on fait déjà? Oh là là. Donc, hop. Je vais y arriver. Comment on arrête le partage d'écran, mince? En bas, non? En bas, oui. L'écran partagé. Écran partagé, tu peux l'arrêter d'en bas, je pense. En vert. Ouais, il n'a pas envie de... Il faut le temps, hein, que ça... Ouais. Si je ferme... Voilà. Ouais. Je reviens aussi. Ok. Toutes mes excuses pour ce petit contretemps. Voilà, donc c'était juste un petit constat très très bref, très synthétique, pour mettre en lumière, pour résumer qu'on a une souffrance qui était déjà là en situation pré-Covid chez les soignants et les patients, et qu'on a cette souffrance qui est devenue plus visible chez le soignant, le patient, mais aussi chez le citoyen.
Donc peut-être je vais inviter les invités à compléter peut-être ce que j'ai à peine évoqué autour de ce constat, peut-être à travers vos expériences, à travers quelques données que vous avez sur ce constat, peut-être dans un premier temps pré-Covid, donc avant, hein, la situation qu'on a avant, et cette situation qui est un peu comme décompensée, je ne sais pas hein, comment on pourrait l'appeler, cette situation qui est plus visible aux yeux de tous. Peut-être Philippe, Francis ou Jean-Luc, si vous souhaitez, comme vous voulez, à volonté, compléter sur le parcours de vie, par exemple, le parcours de soins, par exemple, pour le patient, Jean-Luc ou… Oh, mais, bon, si tu veux, je pense que tu disais qu'il y avait une souffrance qui préexistait avant la Covid, mais je pense que ça remonte à déjà quelques décennies. Je veux dire, la souffrance, elle existe parce qu'on a été dans un système de santé qui était très hospitalo-centré et qui fonctionnait, on va dire, ou en tout cas qui s'est développé avec on a connu ça, avec une technicité des soins qui a fait que dans le temps, cette humanité, cet aspect humain qu'on retrouvait généralement dans le soin s'est un peu dilué et on s'est retrouvé sur des prises en charge qui étaient très normées, très protocolisées, très techniques et qui finalement, au bout d'un moment, je dirais en termes de parcours de soins ou de parcours de santé, ne correspondaient pas forcément à ce qu'attendaient aussi un petit peu les patients. Bon, je ne vais pas parler de moi spécifiquement, mais je sais que moi, voilà, quand je suis tombé malade dans les années 80, quand on me parlait du parcours de soins, moi, ce que je vivais, c'était surtout le parcours du combattant, parce que j'étais pris en charge et très bien pris en charge, je dirais, à l'hôpital. Mais comme je ne passais pas ma vie à l'hôpital, quand je retournais en ville, je me retrouvais confronté à une vraie difficulté. C'est qu'en ville, rien n'était prévu et rien n'était adapté pour m'accompagner, je dirais, dans ma prise en charge et pas seulement dans ma prise en charge, je dirais, médicale, dans ma prise en charge de soins, mais dans ma prise en charge autour aussi des contextes de vie pour vivre la maladie, la relation avec la maladie en famille, dans mes relations donc familiales, dans mes relations professionnelles, dans mes relations intimes, mes relations sentimentales. Voilà, et donc je me suis retrouvé sur quelque chose qui était difficile et on voit quand même du fait que moi j'accompagne aussi aujourd'hui un grand nombre de personnes encore qui présentent un certain nombre de problématiques de santé, je constate quand même qu'on en est encore, même si ça a évolué, on en est encore aujourd'hui toujours à se battre, je dirais, que pour ce parcours de soins ou ce parcours de santé, parce que je pense que c'est plutôt le parcours de santé qui est important à mettre en avant aujourd'hui. Il reste encore très fragile et très difficile, je dirais, à aborder. Alors pour d'autres raisons aussi, hein, c'est que le système de santé de son côté s'est modifié. On va plutôt aujourd'hui vers, je dirais, alors je ne sais pas si on peut parler de virage ambulatoire ou vers un tournant vers l'ambulatoire, mais qui n'est pas forcément encore, qui n'a pas été prévu pour ça, qui n'est pas forcément encore conçu, bien façonné et on voit des patients qui sont encore toujours dans ces mêmes difficultés. Alors, si tu veux, il y avait déjà ça, c'est-à-dire qu'on avait des malades chroniques qui étaient déjà dans leurs propres difficultés pour arriver un petit peu à se prendre en charge, pour arriver à s'inscrire dans une alliance thérapeutique avec les professionnels de santé, sans généraliser non plus, hein, mais je dirais, voilà, il y a beaucoup de patients qui étaient encore dans ces difficultés. Et c'est vrai que quand est arrivée en fait la crise de la Covid-19, cette crise sanitaire, là, on a été confronté finalement à deux choses. C'est d'un côté des patients ceux qui avaient plus ou moins réussi, je dirais, à construire quelque chose avec les professionnels de santé, avoir une relation un peu plus forte, je dirais, avec leur médecin généraliste, avec leurs spécialistes. Ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation où ils étaient, alors bien, je parle à partir de la période du confinement, hein, se sont retrouvés chez eux avec des rendez-vous qui ont été annulés, aussi bien à l'hôpital mais aussi en ville, avec un passage, je dirais, à des téléconsultations, mais qui ont été faites, je dirais,
assez rapidement, mise en place assez rapidement, avec parfois des professionnels de santé en ville qui n'étaient pas forcément habitués à travailler dans ce cadre-là. Donc, avec une dimension, je dirais, éthique, une dimension de relationnel, une dimension du langage qui n'est pas du tout la même que quand on est en présentiel avec son patient, plus toute, je dirais, la difficulté du confinement liée au fait que là, on se retrouvait parfois chez des personnes malades avec des pathologies chroniques, avec des troubles psychiques, qui avaient aussi un certain nombre, je dirais, de rituels qui étaient installés, qui se sont retrouvés complètement perdus face à cette situation. Et d'un autre côté, on a eu, c'est ce que tu disais, des professionnels de santé qui, eux, se sont retrouvés face à un virus qu'ils ne maîtrisaient pas forcément, qu'ils ne comprenaient pas forcément, mais ce n'étaient pas les seuls, hein, les institutions pareilles, avec des discours aussi complètement divergents et, je dirais, sur les plateaux de télé où on assistait plutôt à des batailles, je dirais, je ne vais pas être très politiquement correct, mais avec des batailles parfois d'ego voilà, entre professionnels et des patients qui étaient là et qui essayaient de comprendre ce qui se passait et de comprendre comment ils allaient pouvoir s'organiser avec cette Covid-19, avec parfois voilà, cette difficulté de savoir comment ça allait se passer pour reprendre leurs soins, qui ne voyaient pas le bout, je dirais, de ce confinement, hein, et des professionnels de santé qui étaient complètement bousculés aussi par rapport à ça. Merci, merci Jean-Luc. Peut-être, oui, pardon Philippe, je vous ai coupé si vous souhaitez Non, réagir. non, oui, bah, en tant que patient, je veux bien intervenir Ouais. derrière Jean-Luc comme autre patient. Alors moi, je suis un vieux patient. C'est-à-dire que quand je dis j'ai 51 ans en fait de diabète, c'est-à-dire que j'ai connu, je dirais, une autre médecine, vraiment. Totalement dominée par le paternalisme. Oui. C'est bien en place. Et je dirais, pour parler de la souffrance des soignants, qui était confortable pour le soignant. Autant il était douloureux et source de souffrance pour le patient. C'est-à-dire que pour moi, la souffrance principale, et je ne parle pas de ma propre expérience seule, mais ce que j'ai eu comme écho pendant tout mon parcours de conférencier pendant 25 ans, d'intervenant en cours, etc., et à chaque fois j'ai rencontré des patients, c'est de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, c'est-à-dire de ne pas être ce que Kant appelle un majeur, d'être toujours un mineur, c'est-à-dire un enfant par rapport à la loi, par rapport à la parole, par rapport à la connaissance, etc. C'est la souffrance principale, quelles que soient les souffrances qui sont liées à la pathologie. Et donc, je ne suis pas du tout dans la critique institutionnelle, enfin, je veux dire, comment fonctionne, comment on accède aux soins, etc. C'est aussi toute une histoire très complexe. Et par exemple, pour ce qui est du diabète, j'ai commencé par des soins épouvantables. Enfin, je veux dire, c'était vraiment pas au point pour pouvoir se soigner soi-même correctement et même pour que le médecin puisse nous soigner correctement, que ce soit au niveau de la surveillance, etc. Mais la souffrance principale, c'est d'être considéré comme un mineur, c'est d'être un pur objet de soin. Et puis, alors j'ai vu progressivement, et puis j'ai essayé de contribuer à ce passage, hein, dans des interventions et dans mes bouquins un peu radicalement, enfin en bousculant un petit peu les choses, à une relative prise de pouvoir, c'est-à-dire, enfin, il y a toute l'histoire des patients du sida qui ont cessé d'être des patients, qui sont intervenus dans l'histoire de la maladie, dans l'histoire de la relation de soins, dans l'histoire de la science médicale, etc., qui ont fait le gros boulot, je dirais, qui a un petit peu renversé les choses. Et puis aussi, de manière plus discrète, les diabétiques qui ont une longue expérience de la nécessité de se soigner soi-même et de la bagarre pour faire comprendre qu'ils étaient nécessairement leur propre médecin et que le médecin leur laisse un peu le manche. Hein, toute l'histoire de l'éducation thérapeutique, ça commence là, ça commence aux États-Unis, je crois que c'est juste dans l'immédiat après-guerre. Alors, alors, pour des raisons économiques, on dit que ce serait aussi bien que ce soit les patients qui soient un peu responsables, etc. Et on commence à leur lâcher la bride, puis on se rend compte que si on leur lâche trop la bride, ils vont prendre le pouvoir. Donc, ça devient compliqué. Enfin bon, c'est une histoire passionnante, mais c'est proprement de l'histoire. Mais la souffrance principale, c'est ça. Et je l'ai toujours entendu chez les patients quand je parle. Vous avez enfin dit, alors que je parle de moi, ce que j'aurais aimé dire. C'est-à-dire que c'est universel dans un sens, je veux dire, c'est général. C'est être enfin un sujet. Et pas seulement
comment on dit, l'acteur de sa santé, mais l'auteur, parce qu'on est l'auteur de sa vie. Et que ça se soit reconnu, arriver à ça, ça a été une grande souffrance. Alors, moi, je ne dis pas que je découvre la souffrance du soignant, bien sûr que non, mais le chiffre de 100% d'épuisement, je ne m'y attendais pas. Alors, ça, c'est pré-Covid ou post-Covid, je n'ai pas fait attention. C'est pré-Covid, je crois. Pré-Covid. Aujourd'hui, c'est 200%. Alors. Épuisement, Ouais. mais pas épuisement professionnel au sens burn-out. Oui, lassitude psychologique, etc. Voilà. Alors, je pense que dans les facteurs de la souffrance du soignant, il y a cette perte de statut. Alors, c'est tout à son honneur. Je veux dire que quand on est paternaliste et qu'on ne se pose pas de questions, ou quand on est dictateur, je veux dire, on ne pose pas de questions sur la liberté, hein, puisque, bon, je ne compare pas du tout, bien au contraire, puisqu'ils ont accepté justement leur fragilité, c'est-à-dire le partage de la connaissance et le partage du pouvoir sur le corps, qui nous revient de plus en plus légitimement. Donc c'est un inconfort qui est difficile à vivre. Et la relation qui repose sur l'obéissance demandée au patient est une relation qui mène à l'échec. D'où une souffrance, parce qu'il y a de la désobéissance, qu'elle soit proclamée ou qu'elle soit souterraine. Je connais très bien les patients diabétiques. Quand on pense qu'on avait un carnet où on devait montrer comme un bon élève ou un mauvais élève, alors le mauvais élève dissimule ses mauvais résultats à ses parents, à son papa, médecin, pour avoir des glycémies présentables. Donc cette relation mène à l'échec, d'où une souffrance. Alors maintenant, qu'ils sont dans le vrai terrain, c'est dur. Ils souffrent vraiment de la souffrance qu'impose une relation d'homme à homme qui est difficile, mais qui enfin peut-être est d'homme à homme. Et puis, il y a la maltraitance par, je dirais, politique. Le mépris, j'estime, ça n'engage que moi, dans lequel sont les soignants aujourd'hui, l'hôpital en particulier. C'est-à-dire qu'on ne met pas les moyens décents pour que ça fonctionne normalement avant Covid. Alors, la crise du Covid a révélé, je dirais, l'incurie politique qui est qui est bi- ou tridécennale, et qui fait qu'on en est là. Bon, je suis un peu radical, je l'avais dit. Bon. Ce qui me donne envie de réagir, bien sûr, pour essayer de donner une autre vision des choses. Mais la souffrance des soignants, il se trouve que le chiffre de 100% m'étonne un peu, et je ne sais pas d'où il vient. Mais je suis co-rédacteur en chef d'une revue, et on a fait un numéro sur la souffrance des soignants. Et quand on reprend les taux de suicide des médecins et des soignants, il a toujours été supérieur à celui des autres professions, comme celui des policiers, comme celui des enseignants, comme si les métiers où on est amené à prendre soin de l'autre et de la souffrance de l'autre étaient des métiers qui amenaient une souffrance, ou si cette souffrance-là n'était pas à un moment ou à un autre partagée pour la diminuer, elle restait très forte. Et probablement parce que moi, j'ai été enseigné par des maîtres qui disaient « vous n'avez pas le droit à l'erreur médicale ». Or, aujourd'hui, on sait bien que c'est parce que le pilote de l'avion va dire j'ai fait une erreur et j'ai réussi à rattraper les choses et voilà comment il faut faire dans ces cas-là, que nous progressons. Et en médecine, c'est de la même nature. Si à chaque fois qu'il y a un couac, eh bien, on le cache sous le tapis, tout le monde est malheureux. Et tout le monde le vit de façon très difficile. Donc, je crois que la souffrance, elle a toujours existé. Je vais plutôt parler de la médecine générale parce que il y a une différence entre les médecins hospitaliers et les médecins généralistes, c'est que tous les généralistes sont passés à l'hôpital et aucun des hospitaliers ne font de médecine générale s'ils restent à l'hôpital. Donc, il y a une différence de statut, mais je vais quand même parler plutôt de mon exercice. Ce qui est de l'exercice de la médecine générale, il y a 3 notions qui font qu'il y a une souffrance du médecin. La première, c'est qu'il a souvent l'impression d'être formé à un métier, même si maintenant il y a 6 mois, à 1 an de stage en ville, un métier à l'hôpital qui est un métier où l'urgence a il suffit de voir la série Urgence, beaucoup de valeur et où il a appris avec des modèles et des modèles de relations qui sont qu'il faut avant tout, et c'est aussi ce qu'on demande à un médecin hospitalier, être compétent et faire un acte souvent technique et rapide. Or, en ville, et les maladies chroniques, quand on voit l'importance des maladies chroniques, on change de paradigme, excusez-moi le mot un peu savant, mais passer d'un métier où, parce qu'on apprend plus avec nos cellules miroirs qu'avec les bouquins,
Mmh. au niveau du comportement, où on voit des soignants qui font d'une certaine manière et puis après en ville, il y a à apprendre d'une autre manière. Ça fait 30 ans que je suis maître de stage et que j'étais maître de stage. Quand ils arrivent dans notre cabinet et qu'ils sortent de l'hôpital, bah, c'est un choc pour les jeunes médecins. Quand ils rentrent dans les études, ils ont comme outil la relation, et il y a eu des études qui ont montré qu'ils sont très conviviaux, ils font attention à l'autre parce qu'ils n'ont pas le côté technique, donc ils n'ont pas d'autres outils. Au fur et à mesure de la modélisation, ils apprennent à devenir techniciens. Et après tout, je préfère un chirurgien qui manie bien le bistouri qu'un chirurgien sympa. S'il est les deux, Mmh. je préfère encore, quoi, mais pas l'un sans l'autre, quoi. Et puis ils se retrouvent en ville, et en ville, ils sont de plus en plus confrontés à des maladies chroniques, et c'est l'évolution bien heureuse et à la fois difficile de leur métier. Et beaucoup se disent, mais je n'ai pas été formé pour ça, bien qu'on les forme de plus en plus pour ça, bien qu'on les forme aux entretiens motivationnels, mais c'est récent, c'est pas si vieux que ça, et à l'éducation thérapeutique, à l'éducation à la santé, en troisième cycle de médecine générale, mais pas dans le reste des études. Donc ce hiatus entre leur formation initiale et puis la formation sur le terrain crée chez certains une souffrance et une difficulté, avec le passage effectivement de l'autorité, qui était celle que je connaissais encore au début de mon exercice, au fait que le patient autonome, c'est un vrai plus. Et on sait très bien que suivant comment le médecin va se comporter, ça a été prouvé avec des études bien conduites, il va y avoir une alliance thérapeutique et on va pouvoir se parler, ou au contraire, c'est le médecin qui va être responsable, de par son attitude autoritaire, du fait que le soignant va devenir adolescent rebelle, le soigné, pardon, et qui va pas, il va, comme le disait Philippe, il va amener son carnet en disant j'ai des bonnes notes, mais il l'a truqué pour avoir des bonnes notes. Mmh. Donc ça dépend vraiment de l'attitude du médecin, et ça n'est pas tellement enseigné à l'université. C'est la deuxième raison de la souffrance. Beaucoup de nos patients et beaucoup d'entre vous sont formés à la communication, à la relation, et ont une expertise en la matière. Pour former les médecins à ça, j'ai connu un président du Conseil de l'Ordre qui disait c'est inné, Mmh. et qui était un grand professeur par ailleurs et quelqu'un Mmh. de remarquable. Mmh. Il n'y a pas besoin de les former à ça. Chez les médecins, c'est inné. Bon, voilà, c'est bien sûr pas vrai. Et bien sûr, il y a besoin d'une formation. Et quand on n'a pas les outils de formation, c'est difficile. Et puis la troisième chose, c'est que pour être infirmier, il faut un certificat d'un médecin montrant qu'on n'a pas de pathologie psychiatrique, par exemple. Mmh. Pour être médecin, non. Donc il y a 2% des médecins qui ont une pathologie psychiatrique et qui sont en souffrance à l'entrée des études, comme dans toute profession. Bien sûr. Et la souffrance du médecin en tant qu'être, si elle n'est pas prise en charge parce qu'il ne fait pas la démarche de la prendre en charge, elle va avoir une répercussion sur l'ensemble de sa vie personnelle et professionnelle. Et ce qui va permettre, et ça a été montré, de diminuer cette souffrance-là, c'est le fait de travailler en groupe, ou de travailler avec des autres, ou de se réunir en groupe. Comme moi, je suis président d'une association qui s'appelle l'Union des associations de formation médicale continue, où on a eu jusqu'à 15 000 adhérents autrefois, et beaucoup de groupes sur toute la France. Et les médecins qui se réunissent régulièrement pour partager leur expérience vont mieux. Et un médecin qui est confortable et qui va mieux, c'est un meilleur médecin qu'un médecin qui est dans la souffrance. Alors, ce n'est pas tellement pris en compte aujourd'hui, ni dans la formation initiale, ni tout à fait suffisamment dans la formation continue. Et donc, ça joue de manière importante. Quand tu fais des formations au repérage et à l'intervention brève de l'alcool ou du tabac, il y a toujours sur 10 ou 12 médecins, 1 ou 2, parfois 3 en province, médecins qui ont des problèmes d'addiction, comme nos concitoyens. Il n'y a pas de raison qu'ils soient différents des autres, mais qui, parce qu'il est médecin, ne va pas soigner. Parce qu'être soignant, c'est ce que vous parlez de Babine il y a quelques instants, la fonction apostolique du médecin. Je me soigne en soignant les autres. Sauf que ça ne marche pas. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que j'en aurais beaucoup plus à dire, mais c'était juste pour réagir. Merci en tout cas, c'est très intéressant, c'est riche pour le moment. Et justement, on va y venir un petit peu à cette idée du prendre soin aussi du soignant, de soi, en étant soignant, en étant médecin. J'entends qu'il y a une spécificité pour le médecin principalement. En étant médecin, je ne me soigne pas, certains en tout cas. C'est parce que je suis médecin que je parle de ça. C'est vrai pour les autres soignants aussi, je pense. Et si on faisait un petit focus sur la situation pendant le Covid, actuellement, la situation, est-ce qu'il y a des spécificités qui sont ressorties à la fois pour
les patients. Il y a eu un petit peu certaines choses que tu as pu dire déjà, que vous avez pu dire, pardon, Jean-Luc. Voilà, que au niveau de la relation, il y a des choses avec le médecin traitant, il y a plus d'errance, il y a des rendez-vous annulés, le passage à la téléconsultation, c'est pas forcément simple. Et pour le soignant, peut-être, est-ce qu'il y a des retours particuliers que vous avez dans votre expérience actuelle là? Oui, bah alors, allez, je continue alors, puisque vous me donnez la parole d'une canne. Oui, pour le soignant, il y a d'abord eu, et là, à l'hôpital comme en ville, hein, il y a eu plus de, les statistiques qu'on a, hein, plus de 500 professionnels de santé qui sont décédés de la Covid. Donc, c'est loin d'être négligeable. Personnellement, j'ai un de mes collègues que je connais bien qui en est décédé en Franche-Comté. Hein. Donc, il y a eu, dans un premier temps, une énorme crainte d'être contaminé parce que, et j'aurais pas voulu être à la place des politiques aujourd'hui, parce que bien sûr, il y a 30 ans de politique d'économie de santé, mais surtout, on n'y connaissait rien. On n'y connaissait rien et on n'y connaît pas encore grand-chose. C'est-à-dire que c'est sans doute la première fois dans l'histoire d'une médecine moderne qu'on se retrouve confronté à quelque chose où la science se construit au fur et à mesure qu'on avance avec du retard. Et pour avoir été, alors je suis aussi élu dans ce qui est le CNP de la profession, ce qui représente tous les médecins généralistes. Donc on était régulièrement en contact avec le ministère, ils nous ont interpellés régulièrement avant de prendre des décisions. On y a contribué autant qu'on pouvait. J'aurais pas aimé être à leur place, à aucune des places d'entre eux. Parce que quand on parle des plateaux télévisés et de tous ceux qui sont venus intervenir pour faire part de leur expertise, de leur savoir et de ce qu'ils savaient faire, les journalistes ont fait leur beurre avec ça, excusez-moi du mot, hein, mais malheureusement, on a vu tout et n'importe quoi. Et quand on connaît rien, c'est facile, tout et n'importe quoi. Alors, pour en revenir aux soignants eux-mêmes, donc il y a eu cette crainte. Il y a eu pour un certain nombre d'entre eux une baisse d'activité. Et pour les soignants, je suis coordinateur d'une maison de santé pour les professionnels où aujourd'hui il y a 12 professionnels. Il y a eu une perte de revenus parce que pour tous ceux qui n'ont pas pu travailler pendant tout le temps du confinement et qui se sentaient soit inutiles, soit parce qu'on a monté un centre Covid, ont pu un peu donner un coup de main au centre Covid, mais néanmoins, ils ne gagnaient plus leur vie. Il y a eu la crainte pour ceux qui sont, parce que les soignants, ils vieillissent comme tout le monde. Hein. Notre kiné était à risque, d'être à risque lui-même en tant que soignant, et là, confronté à la maladie de façon directe, plus de façon je me soigne ou je ne me soigne pas. Quoi, hein. Il y a une autre approche de cette confrontation à la maladie. Et puis, comment s'adapter. On a parlé de la téléconsultation. Il se trouve que l'un de mes anciens internes, qui est un très bon ami, est le numéro 2 d'un des grands centres de téléconsultation suédois. Comme ça, je ne l'ai pas nommé, et que je forme les médecins à la téléconsultation. Ils ont embauché, là, pendant plus de 400 médecins pendant ce temps de la Covid, et alors que la téléconsultation n'avait pas du tout pris dans les cabinets de médecine générale, plus de 30% des généralistes se sont mis à la téléconsultation et ont appris sur le tas d'un outil dont ils n'avaient jusqu'à présent pas le sentiment d'une nécessité, alors qu'on faisait des téléconsultations au téléphone avec nos patients très régulièrement, qui n'étaient pas rémunérés, contrairement au Québec ou en Allemagne où c'est rémunéré. Donc il y a eu une obligation d'un apprentissage sur le tas d'un outil dont ils ne savaient pas servir, alors que déjà, pour beaucoup d'entre eux, la formation à la communication, à la relation était en difficulté, en tension, et qu'il a fallu rajouter cet outil qui n'est pas évident. Nous sommes là plusieurs à avoir l'habitude de ces outils, mais ça n'est pas venu du jour au lendemain. Ça demande de la formation, ça demande de l'expérience, ça demande de l'expertise. Et tout ça a créé une augmentation de la tension et de la charge mentale, parce que la peur, elle était pour eux, elle était pour leur famille, de ramener le virus à la maison. Et elle était pour leurs patients, de perdre les patients de vue, les patients chroniques, de ne plus avoir le temps d'aller les voir, de comment déléguer avec les infirmières. On a 2 infirmières dans une maison de santé pour qu'elles aillent voir les patients. Enfin, on a eu la chance d'avoir 2 infirmières qui créaient leur activité et qui n'étaient pas débordées puisqu'on a créé la maison de santé, mais ce n'est pas le cas des autres professionnels. Donc, il y a dans un système qui était déjà sous tension pour des raisons économiques, bien évidemment. J'ai commencé mon exercice, on nous disait qu'il ne fallait pas que les dépenses de santé augmentent plus que le produit intérieur brut augmentait. Les dépenses de santé à l'époque devaient être autour de 6%, elles doivent être autour de 12%.
Et les Américains, quand on leur demande, ils disent « Mais moi, je veux bien mettre 25% de mon revenu dans la santé. » Bien sûr, la santé, c'est un bien essentiel. Mais à partir du moment où ça crée une tension sur l'emploi, les politiques, et toutes les politiques pendant 30 ans, ont eu le même raisonnement qui aujourd'hui est en train de se modifier. Donc peut-être que demain, on verra que le Ségur de la santé va donner quelque chose, j'en doute, parce qu'il y a peu de raisons que les mentalités changent. Donc l'attention pour les soignants, elle était majeure, elle était importante, et en même temps, il y avait le sentiment d'utilité. Il y avait le sentiment que là, on fait un métier qui sert à quelque chose. Et il y avait peut-être cette reconnaissance à 20 heures d'être applaudi par le public qui était un peu comme les policiers après les attentats, quoi. Hein. Et puis tout de suite après, je ne peux pas avoir de rendez-vous. J'étais samedi dans la maison de santé. Notre remplaçante à 15 heures, qui ne travaille que le matin, était en train d'appeler un patient pour prendre de ses nouvelles. Et je l'entendais dire « Mais je vous appelle pour vous prendre des nouvelles. Si vous n'êtes pas contente, allez à l'hôpital. » Elle se faisait, excusez-moi du mot, engueuler parce qu'elle prenait des nouvelles du patient. Donc, il y a une difficulté de relation, une difficulté de comment communiquer, une difficulté de vision des choses. Non pas que les patients ne soient pas respectueux et attentifs de leurs soignants, au contraire. La plupart, ils font même trop attention à nous parfois au point de ne pas nous dire les choses. Mais qu'il en suffit d'un ou deux dans la journée pour qu'émotionnellement, un ou deux qu'on voit partout, pas seulement dans le soin, pour qu'émotionnellement, ça laisse une tension et une difficulté qu'on ramène à la maison. Je m'arrête là encore une fois, parce que si vous me donnez la parole, je ne vais pas la lâcher. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être de ce que vous avez entendu, Jean-Luc, Philippe, en lien avec cette situation et voilà, pendant le Covid, parce qu'on est toujours dans cette situation-là actuellement, même s'il y a eu un confinement, qu'il y a eu différentes choses? Alors, je suis pas médecin, mais je suis philosophe, c'est-à-dire que j'ai travaillé la question de l'épistémologie en particulier. Je trouve que la leçon est absolument terrible. Et Francis le montre très bien. Je veux dire, bon, le résultat, c'est des morts, mais la science, c'est pas ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire, c'est pas des certitudes, c'est l'incertitude. Et je pense que c'est un paramètre qu'il faut que la situation actuelle nous oblige à prendre en compte. Mais je suis très content qu'on sorte d'un espèce de positivisme scientiste et techniciste qui fait croire qu'on a des solutions toutes faites, immuables, toutes prêtes et définitives. Moi, sur le diabète, en 50 ans de diabète, j'ai entendu des choses qui sont considérées aujourd'hui comme des âneries, qui étaient présentées comme des dogmes et qui conditionnaient l'attitude du patient. Donc, je peux dire, je suis très content. Enfin, je serais très content qu'on prenne une leçon. Là, on prend une leçon de science en direct. Et je pense que ça fait du bien à la profession et ça aura des retombées qui ne peuvent être que positives si effectivement on l'enregistre et on accepte de changer nos mentalités sur ce point-là. Oui, mais je rejoins ce que disait Philippe. Je pense que je crois que c'est la première fois depuis très longtemps où on se retrouve quand même avec d'un côté des soignants et d'un côté des malades qui étaient exactement dans la même situation, dans une incertitude sur ce qui allait se passer, qui étaient dans l'incapacité, je dirais, enfin en tout cas dans l'incapacité, dans des difficultés d'agir ou de réagir par rapport à ce qui se passait parce qu'on n'avait pas d'informations sur le virus. Hein, donc il y avait vraiment quand même comme ça une égalité des choses et finalement aussi chacun vivait la même chose, j'allais dire, même dans sa vie personnelle. Hein, je dirais, il y a aussi cette relation un petit peu, cette relation aussi à la mort hein, par rapport à ce qui se passait. Cette relation aussi, peut-être le fait, alors là je parle du confinement, hein, le fait aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients de se retrouver aussi confinés, c'est-à-dire d'être amenés finalement de force, j'allais dire, à vivre confinés, à vivre en famille. Alors certains avaient peut-être plus de chance que d'autres parce qu'ils étaient dans des villas ou dans des endroits où il y avait un peu de verdure, il y avait des choses comme ça, mais voilà, c'était pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'aussi bien les soignants que les patients vivaient finalement quasiment la même chose, avec toute, je dirais, je généralise pas, hein, mais ils vivaient la même chose et je crois que c'est pour ça aussi que, je dirais ces difficultés, ces questions de mal-être que vivent aujourd'hui les professionnels de santé et que vivent aussi les patients sont un peu identiques. On retrouve les mêmes difficultés, les questions de burn-out, les questions de l'interrogation un peu sur,
j'allais dire entre guillemets, sur sa raison d'être, hein, sur voilà, pourquoi je fais ça. Pour les soignants aussi, pourquoi je fais ce métier-là. Voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui se superposent. La difficulté, en tout cas aujourd'hui, ce que je vois, c'est que encore aujourd'hui, je dirais, avec ce rebond là aussi de l'épidémie, c'est que on ne sait pas encore aujourd'hui quelles vont être finalement les conséquences, même si on voit que ça se dessine un peu, mais quelles vont être les conséquences de cette crise que l'on vit et qui a tendance à se maintenir avec des rebonds comme ça. Et je crois que cette incertitude, elle pèse énormément à la fois chez les professionnels de santé, mais aussi chez les patients. Et voilà, donc je pense que, il y a là, en tout cas, matière aussi à réfléchir, au moment où on va peut-être se sortir de cette situation-là. C'est comment on va, imaginer peut-être une nouvelle, j'allais dire, une nouvelle relation dans le soin, une nouvelle relation dans le prendre soin, au travers de l'accompagnement des uns et des autres. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que là, on va pouvoir travailler sur quelque chose d'un peu nouveau, hein. Et là, je prêche un peu, hein, pour la paroisse des patients experts que je mettrai entre guillemets. C'est le fait de dire, d'un côté, on a les soignants, d'un côté, on a des gens qui vivent, qui ont un savoir expérientiel, qui en ont fait une expertise et qui vont être amenés à travailler ensemble parce que, aujourd'hui, il y a cette crise sanitaire, demain, il y en aura certainement une autre ou autre chose qui va se produire et je trouve que ça va être intéressant dans la co-construction. Je pense que c'est ça qui va arriver demain, c'est qu'on va co-construire un nouveau modèle de soins et un nouveau modèle d'accompagnement. On est entre nous. Oui, Je peux dire des choses. oui, Bon, les gens de l'Institut Pasteur avec qui je travaillais, au début de l'épidémie, on dit on en a pour 5 ans. oui, Et je crois bien qu'on en a pour 5 ans. Ça, c'est la première remarque. La deuxième oui, chose, c'est que si on savait prédire l'avenir, ce serait drôlement bien. Je dis à mes patients, je prendrais un billet de loterie gagnant et puis je m'emmerderais toute ma vie parce que je ne saurais plus quoi faire. Donc heureusement qu'on ne sait pas l'avenir, hein. Il y avait un bon film américain là, qui était le journal du lendemain. Mais le métier de généraliste, c'est de travailler en permanence en situation d'incertitude. Seulement, l'incertitude, ça demande une compétence particulière. C'est plus facile d'être croyant. Il y avait un article sur les évangélistes et Trump dans Le Monde il y a 2 jours d'un Canadien qui était excellent. Et je pense que c'est compliqué d'être dans l'incertitude et de vivre dans l'incertitude, et pour un patient en particulier. Parce que si c'est ma santé à moi, j'aimerais bien savoir, quoi, hein. Et donc, ce qui fait la différence, je crois, c'est la confiance et l'alliance qui se noue entre un professionnel, des professionnels, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas tout seul. bien On sûr. travaille plutôt en équipe ou avec d'autres. Et pour ça, il faut d'abord que les professionnels aient une vision, qui se connaissent et qui se reconnaissent entre eux. C'est ce qu'on tente de faire avec les communautés professionnelles territoriales de santé, mais ce n'est Ouais, pas facile, ça ne se fait pas le pas jour au évident. lendemain. Et Ouais. qu'on avait tenté de faire avec les réseaux, on Mmh, rappelait le HIV, ouais. et avec Didier Ménard et d'autres Mmh. il Avec Didier, y a ouais. longtemps. Mmh, Euh, mais ça prend du temps et c'est toujours à refaire parce que l'humain est ainsi que chacun son précaré, quoi, hein. Je négociais ce matin avec les ORL comment on va prescrire des audioprothèses à partir de mars. C'est des enjeux aussi de territoire et ils mmh, sont légitimes et il n'y a pas mmh, de raison qu'ils ne soient pas là. Donc c'est comment on travaille ensemble, c'est comment on travaille dans la confiance avec les autres professionnels et comment se crée la confiance avec le patient. Parce que la confiance, c'est long à venir et ça part facilement. Il ne suffit pas grand-chose pour qu'elle s'en aille. Et pour qu'elle vienne, bah, il y a, et je tente de former le plus possible les confrères à ça, et c'est un des derniers challenges de mon exercice professionnel, hein, c'est de les former à la relation, c'est de les former aux soins, c'est de les former à l'attention à l'autre. Des outils comme la reformulation, qu'on n'apprend pas à l'université, sont d'une simplicité. Quand je leur apprends à reformuler, donc ils sont obligés d'écouter, ils disent « mais non, c'est caricatural ». Je veux dire, à des gens qui ont 15 ou 20 ans d'expérience. Et qui sont des bons médecins, et qui sont des militants, et qui ont envie de laisser la place aux patients. Et donc, je pense que ces outils qui sont les outils du savoir-être et du savoir-être ensemble et de la reconnaissance de l'autre,
ils ont une nécessité absolue d'être plus introduits dans la formation initiale. Et en même temps, c'est ce que dit Cyrulnik, c'est comment je fais pour boiter sur mes deux jambes, hein, dans la fable de Sheridan. C'est-à-dire que ce que je disais au début, quoi, hein, un chirurgien qui va être vachement sympa, qui va bien m'accueillir, mais qui ne sera pas opéré, j'en ai pas envie. Et il y avait un excellent chirurgien à New York qui était considéré comme le meilleur de sa profession, mais qui était incapable de dire bonjour aux patients tellement il était timide. Et il avait le plus grand taux d'infection de parois, parce que les gens n'avaient pas confiance, de tous les autres chirurgiens. On lui a fait une formation à apprendre à dire bonjour aux patients sans être lui mal à l'aise. Mais si je suis mal à l'aise, je vais plutôt aller me cacher derrière le bloc opératoire que plutôt aller être naturellement dans l'accueil des gens. Donc, je pense que le post-Covid ne sera pas différent du pré-Covid et que les enjeux sont un peu les mêmes parce que c'est ceux de l'humain, quoi, hein, et c'est ceux de la relation humaine. Et ils sont fondamentaux et ils ne sont pas forcément bien pris en compte dans nos sociétés. Peut-être plus en Asie, puisqu'on parlait de pleine conscience, du fait de la culture. J'arrive pas à dire ce que c'est que ce que nous présente Stéphane. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Patient partenaire, patient expert. Et justement, Francis et Philippe et Jean-Luc, il était évoqué là à l'instant la relation de soins, Ouais. le lien à l'autre, la reconnaissance. Et justement, où les deux acteurs principaux du soin, qui sont le patient et le soignant, se retrouvent dans une relation intime qu'on peut retrouver autour de la relation de soins. Et si vous êtes OK de partir sur ce prisme un petit peu de la relation de soins, vous étiez déjà en train un petit peu de l'évoquer. Peut-être, Philippe, d'évoquer un petit peu, si vous êtes d'accord, le concept d'autonormativité, de l'expliquer si vous êtes d'accord, et et peut-être ce que ça implique du coup dans la relation de soins. Qu'est-ce que ça fait bouger dans la relation? Oui, j'avais envie de répondre à Francis et je suis très heureux de pouvoir dialoguer en direct avec un médecin parce que c'est une relation très particulière, bien évidemment, parce que ça engage la vie, ça engage le vital, pas seulement pour le patient, je pense. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut présenter comme des plus, ou je veux dire, où on va dire que c'est à la mode, l'écoute, etc. Mais c'est fondamental dans le soin depuis Hippocrate. Et je pense que ce que le médecin, je parle très grossièrement, très généralement, n'a pas compris, c'est que ça doit être un échange de savoir. C'est-à-dire que le médecin a du mal à comprendre que le patient sait des choses sur sa vie, sur sa pathologie, parce que c'est propre au vivant que d'avoir cette normativité. Alors, je fais des cours de 4 heures là-dessus, ça va être difficile, et je m'appuie philosophiquement sur Canguilhem et expérientiellement sur présidence avec une maladie depuis 51 ans et tout ce que ça implique. Il y a, alors, un mot comme expertise profane, ça me fait bondir. Oui, je suis d'accord. J'approuve. Non, mais moi, je m'amuse toujours quand je fais des conférences à dire qu'effectivement, on a un savoir profane. Est-ce que ça veut dire que le savoir médical est sacré? Mais il faut savoir ce qu'on dit quand on emploie des mots. De même, l'observance, c'est sacré. Oui, certainement, mais peut-être pas dans le sens religieux. De même que le mot observance, c'est un mot dont le premier sens est religieux, c'est l'observance de la règle. Bon, je dis ça un peu sur le mode de la plaisanterie, mais ça dit quand même quelque chose de fondamental sur la méconnaissance du savoir propre au patient, de sa connaissance expérientielle. Alors, j'ai envie de citer la phrase de Canguilhem parce qu'elle dit tellement, enfin clairement les choses, il faut quand même l'expliquer, mais dit, nous pensons que la médecine existe comme art de la vie parce que le vivant humain, tout vivant humain, qualifie lui-même comme pathologique, donc comme devant être écarté ou corrigé. Évidemment, le reste de la phrase va me manquer. Tout comportement, bon, je suis désolé, je me suis planté dans mon truc, mais ce qui veut dire, pourtant je la connais par cœur, mais ce qui veut dire, c'est que nous avons une sensibilité normative. Tout vivant a une sensibilité normative, c'est-à-dire à dépister le pathologique et à vouloir le corriger, parce qu'il en souffre.
Et ça, cette puissance, c'est aussi une puissance de savoir, de connaissance, et aussi une puissance pratique. Et elle est complètement ignorée par le médecin, qui d'ailleurs ne se sert plus de la sienne, mais s'abrite derrière des connaissances scientifiques. Or, je pense que Francis sera d'accord avec moi, la médecine n'est pas qu'une science, même si on est bien content qu'il y ait une science et qu'il faille s'appuyer dessus sur ces connaissances. Mais le soin, c'est autre chose que cette connaissance scientifique. Et la connaissance de la pathologie, c'est autre chose que la connaissance médicale au sens purement livresque. Et par exemple, je lis, j'entends des discours sur l'hypoglycémie, mais le médecin ne sait pas ce que c'est qu'une hypoglycémie. Il faut l'avoir vécu. Alors, je ne dis pas qu'il faut être fou pour être psychiatre, c'est pas ce que je veux dire, ni diabétique pour être diabétologue. N'empêche que reconnaître ce que signifie expérientiellement la pathologie, ben, c'est un peu le bénéfice de ce qu'elle pourrait apporter une connaissance expérimentale, c'est-à-dire qu'on va faire en laboratoire. Nous, on est vivant et on le vit. Écoutez-nous. Et Jean-Philippe Assal, hein, qui... Alors, Jean-Philippe Assal, bah, c'est un de mes amis les plus Et chers. Alain Godet. Alors, Alain Godet n'est pas diabétique, il est son... Non, mais enfin bon, il a continué les... Pas tout à fait dans le même esprit, si je peux me permettre, mais... Tu peux. Mais Jean-Philippe Assal, je l'ai eu hier au téléphone. Alors, il ne faut pas néanmoins passer par le diabète pour être un bon diabétologue, mais passer par la compréhension de cette capacité normative, c'est-à-dire de ce besoin vital de vivre dans ce qui est humainement possible et, je dirais, souhaitable. Je voudrais rebondir parce que j'ai lu un peu l'expérience de Jean-Luc Clavis. Et de mon point de vue, savoir pour le médecin que le patient sait souvent mieux que lui un certain nombre de choses, mais pas seulement en termes de savoir cognitif, mais de savoir intuitif sur ce qui est bon pour lui, sur ce qu'il ressent, c'est fondamental, et que beaucoup d'erreurs médicales sont liées au fait que on a eu avant la Covid, celle du SAMU de Strasbourg, de ne pas écouter ce que le patient ressent. Partir du principe que c'est dans la tête. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'anxiété dans la maladie. Il y a beaucoup on parlait de psychotraumatisme, et on n'est pas encore arrivé là, mais dans le psychotraumatisme, bien sûr, et le psychotraumatisme peut être l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une maladie. Hein. Il y a des gens qui vivent ça comme un psychotraumatisme. L'anxiété fait partie du travail du médecin, et prendre en charge l'anxiété, ça compte. Mais je pense que le patient sait bien à l'intérieur de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, c'est compliqué quand on a des pathologies qui sont structurées comme la fibromyalgie. On sent bien qu'il y a une part liée au psychisme majoritaire ou d'autres représentations du monde avec les fake news. Ça rend le travail du médecin excessivement complexe en la matière. Mais si je n'accepte pas la représentation du monde qui a le patient en face de moi et que je n'accepte pas de l'entendre, je ne peux pas être dans l'alliance et je ne peux pas travailler. Oui, ce que je peux dire, c'est que, et je rejoins ce que disait Philippe, c'est vrai que tout patient, forcément, de par son expérience, quand il se confronte, je dirais, à la maladie, quand il se confronte au système de soins, au système de santé même en général, il acquiert un savoir expérientiel. Après, ce savoir expérientiel, c'est un savoir expérientiel, je dirais, que l'on a tout un chacun, mais qui aussi s'inscrit, je dirais, dans un continuum de vie personnel par rapport à son éducation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là-dedans, mais effectivement, il a un savoir expérientiel, et ce savoir expérientiel, il est important que le médecin l'entende. Là où je dis, et là c'est pour rejoindre un peu ce que disait Francis, quand on est un peu dans le psychotraumatisme, on voit bien qu'on est confronté aussi là à des patients qui n'ont pas une seule pathologie. C'est bien souvent des patients qui ont un trauma, un traumatisme qui est lié à une pathologie chronique, mais qui parfois ont aussi un traumatisme avec des pathologies associées, donc ils vont développer des pathologies somatiques, qui vont avoir des pathologies psychiques. Et là, on va se retrouver finalement sur ce qu'on appelle le patient complexe, avec des pathologies somatiques, des pathologies psychiques. Et là, toute la difficulté, c'est de quel savoir expérientiel on parle.
Voilà, c'est quand même quelque chose de difficile. C'est difficile pour les professionnels de santé parce qu'ils se retrouvent voilà, face à des professionnels aussi qui ont beaucoup fonctionné et qui fonctionnent encore, je dirais, par spécialité. Donc, d'où la nécessité, comme disait Francis, que ce lien entre professionnels se crée, cette pluridisciplinarité existe pour pouvoir échanger entre eux et comprendre le travail de ce que fait l'autre et comment il peut accompagner les patients. Et puis, il y a un acteur que je mets, moi, aujourd'hui, un petit peu en avant, c'est aussi cette question voilà, du patient expert, entre guillemets, qui, lui, n'est pas médecin, n'est pas soignant, hein, il n'est pas médecin, il n'est pas psychiatre, il n'est pas infirmier, mais qui a de la part de son savoir expérientiel, du fait aussi que, et je pense que Philippe, ça le connaît aussi, hein, il en a parlé d'ailleurs en aparté tout à l'heure, hein, c'est qu'avec le nombre d'années, avec le fait de bien comprendre sa pathologie, de bien comprendre ses traitements, c'est, je dirais, d'avoir aussi un certain recul par rapport à son vécu personnel, à ses vécus de malade, à ce recul par rapport à la souffrance qu'il a pu avoir à un moment donné du fait d'être malade et fait finalement, je dirais, de sa maladie une valeur ajoutée. C'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner à la fois des professionnels de santé, à la fois des patients qui sont en situation complexe. Et voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette nouvelle relation de soins, de cette co-construction qu'on va devoir créer, devoir travailler ensemble pour faire en sorte que ce savoir expérientiel à la fois soit reconnu individuellement, que cette expertise patient soit reconnue aussi et qu'on fasse le lien, je dirais, à la fois dans je dirais, dans le prendre soin côté soignant et le prendre soin côté patient. Merci, merci Jean-Luc. Et justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu étais en train de dire avec cette co-construction et, et ce potentiel autonormatif qu'il y a en chacun de nous et en chaque patient. De quoi a besoin le soignant pour tendre vers cette reconnaissance de l'autre? Qu'est-ce qu'il aurait besoin, selon vous, le soignant, pour... ouais. Sans aller jusqu'à être malade lui-même, comme je le disais. Sinon, il faut être fou pour être psychiatre. D'ailleurs, mes patients, quand j'ai commencé à faire des propositions de psychothérapie, me répondaient: vous savez, docteur, les psychiatres, ils sont tous fous. Et d'ailleurs, j'en avais un ou deux à l'hôpital de Lagny qui se baladaient avec un tablier de boucher, comme à l'époque où on mettait des tabliers aux médecins, aux chirurgiens. Et donc, ce n'était pas facile, c'est vrai. Je pense que les 40 ans d'expérience que j'ai font que, et on l'a vu, j'ai fait un diplôme de nutrition à Nancy. Dans le même hôpital, il y avait 2 services de diabéto. Il y en avait un qui disait: il ne faut pas manger de sucre, l'autre qui disait: il faut manger du sucre. Et les patients, ils se retrouvaient en bas dans la cour. Ils disaient: qu'est-ce qu'il t'a dit ton médecin? Et toi, il t'a dit quoi? Et donc, Philippe en parlait tout à l'heure. Donc, d'avoir une connaissance scientifique, c'est une base indispensable. Alors, la connaissance scientifique, et on parle d'épistémologie, par définition, elle évolue. Par définition, celle d'hier ne sera pas celle d'aujourd'hui. Et si on peut regretter que la haute autorité de santé ait mis des protocoles qui soient trop protocolisés, il y en avait besoin. Parce qu'on ne pouvait pas continuer non plus à faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et ça a commencé aux États-Unis avec les méthodes Delphi, et où on s'apercevait qu'il y avait 4 fois plus de césariennes dans un État que dans l'autre, alors que les femmes sont les mêmes. Donc ça, on a besoin de ce petit îlot de connaissances pour avoir un pied sur quelque chose de solide et au moins pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Le problème, c'est qu'autour de ce petit îlot de connaissances, on a un océan de méconnaissances et qu'il y aura toujours plus de méconnaissances que de connaissances. Et donc, pour le soignant, ça, ce n'est pas si facile que ça. Alors donc, sans avoir besoin d'être malade, il faut au moins qu'il ait cet îlot de connaissances commun. Et la difficulté, c'est que dans cet îlot de connaissances commun, quand on commence médecine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire comme spécialité. Et on a à apprendre, c'est 10 ans aujourd'hui d'études, un peu tout, quoi, hein, mais il n'y a pas forcément d'apprentissage à savoir où est l'information. Or, aujourd'hui, c'est parfois ça qui est le plus important, c'est d'avoir un esprit bien formé et de savoir où est l'information. Et puis la deuxième chose, c'est comment je la mets en musique, comment je la mets en action dans
le quotidien. Et là, il y a besoin d'avoir une connaissance de soi et une connaissance de l'autre. Mais si je ne veux pas savoir comment je fonctionne moi à l'intérieur de moi, parce que c'est trop compliqué, parce que ça me fait trop peur, parce que ça me fait trop mal, parce que je ne vais pas bien, parce que j'ai vécu les mêmes psychotraumatismes que mes patients, il n'y a pas de raison que les soignants soient différents des autres en la matière. Je connais plein de soignants en souffrance. C'est exactement le même panel de difficultés existentielles que n'importe qui d'autre. Il y en a qui sont bien dans leur basket, puis il y en a qui ne sont pas bien dans leur basket. Et on ne va pas demander demain aux soignants de se soigner pour soigner les autres. Ce n'est pas socialement acceptable. Donc c'est une démarche volontaire et personnelle qui fait que chacun n'ira que jusqu'où il peut aller. Et c'est quand même une rencontre, quoi, hein, une rencontre entre... Alors, tant que le système n'est pas administré, hein, et aujourd'hui, dans le système libéral, la plupart des patients arrivaient jusqu'il y a peu encore à trouver le soignant qui leur correspondait. Plus la tension est grande et plus la ressource devient rare, et plus on veut organiser les choses, moins cet ajustement individuel va pouvoir se faire. Et plus ça va devenir compliqué, mais plus il faudra mettre de ce fait de la qualité et de la compétence dans les équipes de soins. Donc on est dans des tensions différentes. Et puis je rajouterais que, parce qu'on avait parlé du psychotraumatisme et sans être expert de ça, une personne qui a été psychotraumatisée par quelque raison que ce soit, mais s'il y a un tiers dans l'histoire, elle aura beaucoup de mal à faire confiance, parce que par définition, la méfiance est en amont. Et comme le psychotraumatisme, par définition, il y a une amnésie, parce que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'oublier. Et c'est un bon moyen, mais c'est un mauvais moyen quand ça revient par la fenêtre. Et que c'est en France, malheureusement, 2 fois plus que les autres pays d'Europe, montrent les études européennes sur le psychotraumatisme, c'est que c'est jusqu'à 8 à 10% des Français qui ont vécu un psychotraumatisme, parfois dans l'enfance. Ben, ça représente forcément chez le médecin généraliste que je suis plus de monde qu'ailleurs, parce que ceux-là étant en souffrance vont plus consulter. Et la difficulté pour un médecin, c'est de faire la différence entre toutes ces pathologies et de prendre en charge des patients, en charge parce que c'est une charge, parce qu'elle pèse sur sa vie, sur ses épaules s'il ne sait pas comment le faire, qui sont eux-mêmes en souffrance et qui n'ont pas confiance dans le système. Voilà, c'est quelques tensions et quelques degrés de tension. Comment faire avec tout ça? Être mieux formé, être mieux informé pour les patients sûrement, à écouter plus les patients, et l'expertise des patients, elle joue. Mais ce qui est difficile, c'est de s'ajuster, c'est de trouver cette justesse de relation, et ça ne se fait pas automatiquement. Et ça ne se fera jamais automatiquement. Oui, Philippe, je vous ai vu, vous souhaitiez peut-être réagir, c'est ça? Non, je me disais justement que j'avais pas grand-chose à ajouter et que je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'humain. Il n'y a pas de recette pour une rencontre, mais il faut que se passe une rencontre. Quand je disais d'homme à homme, c'est ça ce que je veux dire avec ce que chacun est. Le médecin doit effectivement bien être médecin, c'est-à-dire avoir son savoir. Alors, j'insisterai beaucoup sur la clinique, c'est-à-dire cette habitude justement de la confrontation à l'autre. Et je pense que 40 ans, effectivement, de vie de médecin, Francis, c'est sa connaissance principale, je pense, plus que la connaissance scientifique. Puis la formation, on introduit vraiment à dose homéopathique un peu de philosophie, mais quand je pense qu'on recrute toujours sur des critères de connaissances mathématiques, je trouve ça quand même affligeant. Je veux dire, ça ne prépare pas à la rencontre et aux soins, quoi. J'ai rien contre les mathématiques, qui font un esprit effectivement bien carré, bien capable de raisonner, mais pas que. Il y a tout cet aspect intuitif, hein, intuité, disent les phénoménologues, c'est-à-dire avant que ça puisse être rationalisé, mais qui est à la racine de la connaissance de la pathologie et de la vie, tout simplement. Claire Petit-Mangin, l'expérience intuitive. Et Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty aussi. Husserl. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est délicat parce que l'intuition, moi je fais de la voile, et quand j'arrive d'Angleterre avant qu'il y ait des GPS avec mon voilier, et que je dis la carte est fausse, je sais bien que c'est pas la carte est fausse, c'est moi qui suis fatigué, et ben c'est pareil avec un patient. Quand mon intuition elle m'a amené à dire ça doit être ça, et puis que je vois qu'il y a un truc qui va pas, ce qui est difficile, c'est de dire stop, arrête-toi et fais machine arrière. Et reprend les choses au départ. L'intuition, elle peut m'amener sur les rochers. Oui. Donc, je ne peux pas me contenter de l'intuition, sinon ce serait tellement chouette.
Non, j'ai pas Oui, dit ça. Non, mais je sais non, bien non, que je Bien sais sûr, bien que vous n'avez pas dit bien ça. sûr, bien Mais sûr. c'est juste pour oui, oui. rebondir sur Ouais. le fait que si j'ai pas les mathématiques, si j'ai pas le petit pied sur l'îlot de connaissances qui me permet ensuite d'enrichir avec tout le reste, bah, je vois des confrères dont les pratiques m'étonnent et je resterai là pour rester déontologique. Et On est d'accord. merci pour ces échanges. Le temps presse un tout petit peu, donc je me permets un tout petit peu d'accélérer, même si j'aurais envie que ça dure encore 4 heures, Non. avec grand plaisir. Non. Euh, on était sur cette relation de soins, hein, le patient, le soignant, réunis ensemble. Et peut-être qu'on peut avoir un petit peu les retours de certaines personnes. Ça pourrait être pas mal. J'ai vu que certaines personnes ont écrit des choses. Par exemple, certaines personnes ont réagi aussi à la première partie qui était sur le constat, hein, sur le vécu. Avec le Covid aura permis de faire évoluer les mentalités, en effet. C'est Karine qui nous dit ça. Ça remet des choses à plat, si je peux dire. Stéphane qui nous dit tu as quand même des patients qui appellent leur chir mon Dieu, leur chirurgie. Leur chirurgien, je suppose. Il faut vraiment que des patients formés forment les personnels soignants. Vous connaissez la différence entre Dieu et les chirurgiens? Il y a des chirurgiens qui se prennent pour Dieu, mais Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Ça marche aussi pour les psychiatres. Oui, pareil. Alors, en tant que Christine nous dit, je ne pense pas qu'il sache mieux que lui, mais plutôt, hein, c'est en lien avec soignant et patient, hein. Je ne pense pas qu'il sache mieux que lui, mais plutôt qu'il sait autrement avec un autre prisme. C'est un peu ce que je voulais dire, hein. C'est cette intuition du patient qui, lui, a une intuition sur un certain nombre de... Est-ce qu'il faut ou pas faire une radio? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ça m'arrive de demander au patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, il sait si c'est bien ou pas. Et on peut toujours faire l'ordonnance pour la faire plus tard. Bien sûr. C'est cette expérience intuitive du patient qui existe aussi. Elle existe des deux côtés. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Oui, alors j'ai pas pu et je me suis très mal pris pour expliquer l'autonormativité. C'est intéressant pour le médecin, surtout dans le cadre de la maladie chronique. C'est-à-dire de comprendre aussi pourquoi le patient se soigne mal, pourquoi il n'a pas envie de se soigner. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux, oui. Il n'y a pas que la norme médicale, il y a la norme de vie. Et la norme médicale va entrer en contradiction avec plein d'autres normes. Et la personne a tout ça en elle-même. Et en fait, l'autonormativité, c'est cette espèce de potentialité, je ne dis pas que c'est quelque chose d'établi, mais de potentialité, quelque chose qui peut être et se développer à choisir le préférable pour ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas le psychisme contre le somatique, parce que de toute façon, on est un être somatopsychique et je ne suis pas dans la sexualité si on peut départager le physique du psychique, mais ça me semble impossible. Je pense que pour tout, c'est la même chose. Donc, il y a des enjeux qui sont vitaux, mais pas forcément au sens médical ni biologique. Et parfois, il est vital pour un patient de se cacher à lui-même la réalité de sa maladie parce que c'est trop puissant. Donc, il faut que le médecin puisse comprendre tout ça. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon analyse de l'autonormativité. C'est-à-dire que le patient cherche toujours ce qui va lui permettre sa survie, et d'abord psychique, parce que l'effondrement psychique, c'est pire que la mort. Donc, voilà. Ça, c'est pour vendre mon concept aux médecins. J'achète. Très bien. Je peux même rebondir, mais non, je vais laisser la parole à Duncan. Enfin, oui. Sinon, on est là pour 4 heures. Allez-y, Non, Francis, alors, juste une anecdote. pour une petite minute, par contre. Voilà, rapide. Je forme régulièrement, je formais les jeunes à Reims en novembre et les plus anciens au Congrès des médecins du sport à Vichy il y a 8 jours, aux entretiens motivationnels qui sont issus des sciences cognitives qui permettent, en donnant la parole aux patients, de travailler ensemble. Et il y a un peu plus longtemps, une soirée dans ma petite ville, j'ai formé des médecins généralistes et des cardiologues. Et j'explique toutes ces notions. Et j'explique au cardiologue que le patient, il sait bien qu'il doit arrêter de fumer. Il en a bien conscience. Et que ce n'est pas parce qu'il va lui redire 10 fois à toutes les consultations. Au contraire, il va dire, je vais pouvoir le cardiologue. Et le cardiologue comprend tout ça, il entend tout ça. Et à la fin de la soirée, il dit, oui, mais je peux pas ne pas lui dire.
il faut absolument que je lui dise à chaque fois, sinon je n'ai pas fait mon boulot. Et donc, on est là aussi à mettre en souffrance le médecin parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il a été formaté pour ça. Et il a appris comme ça. Et pour arriver à leur faire changer, parce que le changement, ça s'accompagne, c'est pas facile, cette façon de faire, eh bien, c'est excessivement compliqué parce qu'il se sent démissionné, alors qu'en réalité, ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement dans une alliance thérapeutique s'il ne fait pas comme ça. Sauf qu'il a vu faire ses maîtres comme ça, qu'il fait comme ça depuis 20 ans, et qu'il n'y a pas de raison qu'il change facilement, parce que ça se saurait si on changeait facilement. Alors, je suis d'accord avec Francis et je remets sur la table la question de l'accompagnement. C'est tout l'intérêt. Moi, les personnes que j'accompagne, ce n'est pas moi qui vais les chercher bien souvent. 3 quarts du temps, ce sont les professionnels de santé qui viennent me chercher pour accompagner un de leurs patients. Alors, je précise quand même, hein, quand j'accompagne des patients, je le fais bénévolement. Donc, voilà, j'ai mon activité professionnelle et je fais de l'accompagnement à côté. Donc, il n'y a pas de démarche mercantile derrière. Et donc, les personnes que j'accompagne, ils me sont envoyées par des psychiatres, par des pédopsychiatres, par des médecins généralistes. Voilà, donc j'accompagne le patient et puis j'accompagne aussi, comme le disait Philippe, c'est des personnes aussi qui sont avec des contextes de vie, hein. On peut parler de déterminants de santé, moi je parle de contextes de vie qui sont parfois un petit peu lourds. Et voilà. Et je pense que on se retrouve parfois dans ces échanges, c'est ce que je trouve intéressant. C'est quand on accompagne comme ça des patients, c'est qu'on arrive à échanger avec des professionnels de santé et à leur faire prendre conscience finalement que parfois la vision qu'ils ont des choses par rapport au comportement du patient ne sont pas celles forcément, sont pas celles qu'ils pensent. On intervient aussi parfois pour rassurer, je dirais, le professionnel de santé sur un certain nombre de comportements du patient. Voilà, il y a un vrai travail qui se fait de ce côté-là. Et quand on parlait de la relation, au-delà de la relation soigné-soignant, qui est, je dirais, entre le patient et le professionnel de santé, cette relation de ce tiers dont on peut parler, hein, ce tiers qui est là aussi et qui fait le lien entre le patient, entre les proches, entre éventuellement l'employeur, parce que ça m'arrive aussi, hein, dans les personnes que j'accompagne, je fais ce lien aussi avec les entreprises. Là, on s'inscrit dans une transversalité et qui permet aussi à chacun, et là je rejoins cette question du prendre soin, à chacun de pouvoir trouver sa place et on facilite l'alliance thérapeutique. On va même jusqu'à faciliter, je dirais, la décision partagée, hein, la décision partagée qui n'est pas forcément toujours facile à entendre du côté des professionnels de santé. Et c'est ce que je trouve intéressant dans la démarche du soin, dans la démarche du prendre soin. C'est ce travail que l'on peut faire où on va amener des professionnels de santé les psychiatres, hein, qui ont parfois 10-15 ans d'études derrière eux, c'est de les accompagner et eux-mêmes prennent conscience que finalement cet accompagnement, il ne remplace pas le soin, il ne remplace pas les professionnels de santé, mais ça se complète, ça complète cette prise en charge et que finalement c'est gagnant-gagnant à la fois pour le patient et à la fois pour le professionnel de santé. Oui, donc c'est, aussi, chercher la co-construction, dans le soin, pour soi, quand on est patient, et quand on est soignant de l'autre côté, mais aussi, dans l'accompagnement d'un patient, on peut être aussi dans une co-construction avec le patient, Mmh. du coup. Oui, oui. Et puis c'est aussi parce que je pense que Francis connaît bien ça, mais on se retrouve confronté aussi parfois avec des professionnels de santé qui sont eux-mêmes malades. Donc ça, et c'est normal, hein, je dirais, voilà, le professionnel de santé, c'est avant tout un humain, hein, avec ses qualités, avec ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Et c'est pas facile aussi quand on est un professionnel de santé et qu'on est malade, d'afficher sa pathologie, quelle qu'elle soit. Et le fait comme ça, quand on est dans une relation de soins avec un autre patient, il y a parfois cette difficulté de positionnement qu'on peut avoir parce que est-ce qu'on raisonne en tant que patient? Est-ce qu'on raisonne en tant que professionnel de santé? Et d'avoir quelqu'un qui accompagne et qui peut faire ce lien et qui peut aussi amener le professionnel de santé à ne pas se projeter, je dirais, par rapport à sa pathologie et à rester sur sa place, je dirais, de soignant, ça aide aussi. Voilà, donc je le dis parce que c'est quelque chose aussi d'important. Merci Jean-Luc. Hem,
Je vais poursuivre un petit peu parce que j'avais l'intention aussi que ça soit participatif avec les participants, mais le temps presse beaucoup, donc je vais essayer de donner le plus de retours possible que vous avez pu faire dans la discussion. Il y a Karine qui nous dit que le patient a à développer des compétences et des connaissances avec sa pathologie. Il est important de partager les connaissances. C'est comme cela que l'on pourra mieux gérer la pathologie. Donc ça rejoint clairement ce que vous avez pu dire jusque-là aussi. On commence doucement à faire intervenir des patients, Christine qui nous dit ça, hein. On commence doucement à faire intervenir des patients dans la formation des soignants, pas suffisamment, mais on y arrive, les mentalités commencent à évoluer. C'est ce que vous avez pu aussi évoquer tout à l'heure. Donc, Karine qui répond à Christine, oui, ça avance doucement en France, mais aujourd'hui, cela devient nécessaire d'intégrer des patients et de les faire travailler aux côtés des professionnels de santé. Donc, ce que tu décrivais, Jean-Luc. Il y a Béatrix qui nous dit il y a quelque chose que les soignants ne semblent pas prendre en compte. C'est le fait que les patients, experts ou pas, ne sont pas que des patients, mais qu'ils ont des domaines de compétences propres, formation, métier, et qui peut les rendre aptes à comprendre, analyser, décider, agir, etc. Et par conséquent, leur permet de monter des marches pour se mettre à un niveau plus proche des professionnels de santé, non, point d'interrogation. Donc en effet, une vraie co-construction, pas un alibi. Peut-être en réponse à Béatrix, il n'y a pas forcément à se mettre, faire une mise à niveau, puisque c'est une complémentarité, comme tu décrivais finalement, Jean-Luc, dans l'accompagnement des patients. Il n'y a pas forcément une… Moi, si tu veux, je ne me considère pas comme soignant. Je suis un acteur, je dirais, un acteur du soin, mais dans le cadre du prendre soin, c'est-à-dire que je fais de l'accompagnement, mais je ne me considère pas comme soignant. D'abord parce que les personnes que j'accompagne, je n'ai pas les pathologies des personnes que j'accompagne. Par contre, oui, j'arrive à faire le lien avec les professionnels de santé, j'arrive à comprendre ce que vit la personne et à l'accompagner dans son parcours de soins, dans son parcours de santé ou son parcours de vie. Voilà, mais parce que aussi dans mon expérience personnelle et je dirais, et c'est ce que disait un peu Béatrix, mais professionnelle, j'ai aussi j'ai acquis des compétences, voilà, donc mais qui ne mais je me considère pas, je me considérerai jamais comme un soignant. C'est en ça que je dis que c'est complémentaire. Je te remercie. Et Béatrix nous répond, un acteur justement crédible, donc pas inférieur dans la discussion. Non, tout à fait, on est d'accord. Bon, alors on arrive un petit peu à la fin. J'avais proposé sur la fin qu'il y ait Claire qui nous fasse une petite synthèse un petit peu au niveau artistique de nos échanges. Et si on peut très brièvement avoir peut-être… j'avais proposé à travers ce constat qu'on a chez les soignants, chez les patients, où il y a cette souffrance qui était là en pré-Covid, qui est là et qui est encore plus visible, exacerbée pendant la situation actuelle, j'avais proposé de discuter autour de soutien. Où est-ce qu'on pourrait avoir des soutiens, des ressources, des pistes de solutions sur ce qu'on a pu un tout petit peu diagnostiquer ensemble sur cet échange. Peut-être rapidement, si vous avez des ressources à nous transmettre, Jean-Luc, Francis ou Philippe. Les ressources, en tout cas, pour moi, évidentes, ce sont les associations agréées, hein, les systèmes de santé. Donc, voilà, Philippe en parlait, mais il y a l'Association française des diabétiques, il y a l'Association François Petit pour tout ce qui touche à la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, il y a Fibromyalgie de France pour la fibromyalgie. Donc, ça, c'est des ressources aussi qui sont importantes pour les malades, qui peuvent être importantes pour les malades, pour les proches aussi, pour mieux comprendre et pour les accompagner dans ce cadre-là. Et puis après, il y a les ressources, je dirais, ce sont aussi les professionnels de santé, c'est-à-dire le réseau qu'on arrive à se constituer et vers lequel on va orienter les patients ou les proches lorsque on est parfois sur des choses un petit peu spécifiques. Alors c'est vrai que moi c'est un peu particulier, hein, les personnes que j'accompagne, comme je le disais, elles peuvent avoir des troubles des conduites alimentaires, elles peuvent avoir des problèmes d'addiction, elles peuvent, voilà, donc je me suis constitué aussi un réseau
au travers de cela, mais je renvoie effectivement aussi beaucoup vers les associations parce que elles ont un rôle quand même je dirais, d'accompagnement, d'écoute, d'accompagnement des personnes, des proches, des personnes concernées, et parfois elles peuvent aussi faciliter la relation, je dirais, de soins, où elles vont parfois, je dirais, intervenir sur des angoisses que peut avoir le patient. Je prends notamment, par exemple, dans la santé mentale, hein, quand il faut aller vers la psychiatrie, ça peut parfois faire peur, hein, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais pourquoi voulez-vous que j'aille en psychiatrie? Je suis pas fou. Bah non, c'est pas ça le problème. Mais voilà, donc il y a la possibilité comme ça, au travers des associations, déjà d'être dans l'écoute, de rassurer les personnes, de calmer un certain nombre d'angoisses, de donner des informations et d'orienter ensuite vers les bons professionnels. Merci Jean-Luc. Alors, on va déborder un petit peu de 10 minutes si vous êtes OK, comme on a commencé 15 minutes en Mmh. retard. Il y a ma femme Ah, qui m'attend pour manger. est-ce qu'on peut déborder de 10 minutes, Francis? Ça va ou pas? J'aurai la soupe à la grimace, hein, tant pis. Voilà, Philippe, ça va pour vous? J'ai contrôlé ma glycémie, je ne suis pas en c'est bon. Voilà. Donc, juste si vous souhaitez compléter ce qu'a pu déjà dire Jean-Luc Mmh. autour de certaines ressources qu'il peut y avoir, Francis ou Philippe peut-être? Oui, oui, peut-être un petit mot sur spécifiquement, ça sonne de tous les côtés, ça vibre. Sur spécifiquement de la Covid et du coronavirus, il se trouve que je mets à jour depuis 7 mois le site CoronaClick, qui Ah est oui. essentiellement à destination des généralistes, mais qui est accessible à tout le public, et qu'on y a mis régulièrement des numéros des associations et des ressources spécifiques pour pouvoir avoir sur un certain nombre de pistes des aides, en particulier sur la souffrance psychologique. Une petite remarque, c'est que les adolescents qui étaient en souffrance, j'ai un très bon copain qui est pédopsychiatre et Mmh. ça me rapporte, vont mieux, parce que ceux qui sortaient pas de chez eux, pendant que tout le monde était confiné, ils étaient comme tout le monde. Et donc, il y a aussi des gens qui ont profité de ce confinement pour être moins mal. Ne l'oublions pas. C'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Merci Francis. Peut-être Philippe, si vous souhaitez compléter. Sur le plan des ressources, je pense que, alors moi je ne travaille pas dans les associations, j'ai jamais pris de Mmh. responsabilité, mais je travaille avec, souvent elles m'interpellent Bien pour sûr. être orateur dans un de leurs colloques. J'ai découvert des pathologies que je connaissais mal et donc des malades. Je pense que c'est important de sortir de sa solitude, Mmh. de comprendre pour C'est chacun ça. que son expérience propre, elle est partagée, elle est partageable. Alors, ça fait toujours le plus grand bien. Puis il me vient quelque chose à l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez, puisqu'on parle du patient, patient expert, Mmh. etc., le modèle québécois, c'est-à-dire le patient partenaire. Mmh. Alors, il y a des gens qui commencent à l'importer en France, en particulier à Nice, Mmh. c'est-à-dire qu'on prend, je dirais au sérieux, la notion de patient expert, que ça devient des professionnels du soin. Ils font partie de l'équipe soignante, mais en tant que patients. Ils ont un avis qui n'est pas consultatif, mais qui est décisionnel sur les budgets, sur les équipes, sur les soins, etc. C'est-à-dire que ça devient un patient citoyen. Voilà, c'est un partenaire, comme le soignant est un partenaire. Chacun a sa place, mais pour une œuvre commune. Ça, c'est une vraie alliance thérapeutique au sens le plus fort. Alors, vous tapez patient partenaire, et puis il y a donc à Nice, c'est la maison de la médecine et de la culture. C'est un ami à moi, Jean-Michel Benatar, qui de plus fait un enseignement maintenant, je ne sais pas quel est l'intitulé de son enseignement à la fac de médecine, sur ce modèle-là. Et c'est un aboutissement, je trouve. Enfin, c'est-à-dire, c'est un aboutissement, c'est un début d'autre chose. C'est une forme. En tout cas, Voilà. c'est une forme oui. Nouvelle et Ah oui, puissante, nouvelle, nouvelle. Après, enfin, moi, je m'interroge quand même, hein, je parle sur ce bien sûr. mouvement-là, parce que dans le patient, enfin, je le dis, hein, c'est intéressant parce que, comme vous dites, ça vient aussi je dirais, d'un pays qui est quand même très en avance, souvent sur beaucoup de sujets par rapport à ça. La question, c'est que le patient partenaire est choisi par l'équipe, il est choisi par l'établissement. Et voilà, donc on peut se poser à un moment donné la question aussi de son indépendance par rapport, voilà, parce que vous parliez des budgets, vous parliez des choses comme ça. Voilà, moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai cofondé une maison de santé pluriprofessionnelle. Je suis dans la gouvernance de la maison de santé, mais j'ai bien pris soin, même si je suis dans la gouvernance, d'être à côté.
voilà, pour garder mon indépendance vis-à-vis des professionnels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'indépendance chez le patient partenaire, mais je dis, voilà, tout dépend de la structure dans laquelle on va se trouver. Il peut y avoir certaines difficultés là-dessus. On l'a vu avec les médiateurs en santé pair à une certaine période. Donc, c'est intéressant. Après, je pense que c'est quelque chose encore qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est un modèle parmi tant d'autres qui est intéressant. Mais voilà, il faut voir après le cadre, si ça correspond vraiment un peu à… Parce que voilà, enfin, de mon expérience, je dis ce qui vient du Canada, c'est bien parce qu'ils sont souvent en avance, mais je dis toujours comparaison n'est pas raison. Des fois, on a tendance un peu à calquer ce qui se fait un peu à l'étranger en France et ça peut parfois un petit peu être quelque chose qui est pas forcément suffisamment travaillé, quoi. Non, mais je dis juste qu'il faut aller voir parce Ah qu'effectivement, oui, ils ont oui, tout à fait. des spécificités, c'est des Tout à gestions fait. régionales, etc. C'est pas Oui, oui, non, je connais centralisé bien. comme chez nous. Mais le Très bien. modèle a été importé et est en train Hmm. d'être travaillé et je trouve que c'est très intéressant. Oui, c'est avec Alexandre Berkes qui porte un peu ce Oui, dispositif, entre voilà. autres, Entre autres, oui. Ouais. Luigi Flora, enfin, Oui, oui, oui. Hmm. En France, on a aussi l'Université des patients, Paris, Marseille, Oui, enfin, voilà, absolument. qui tout à permet fait. aussi une reconnaissance, qui permet de se former, c'est important aussi Hmm. après pour les patients. Hmm. Voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Oui, oui. Justement, vous avez bien fait, Christine, de prendre la parole. Hmm. Si peut-être quelques personnes, là je vois qu'il y a certaines choses qui ont été un peu écrites. Si quelques personnes, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste quelques personnes, vous avez envie de nous transmettre des ressources sur lesquelles le patient, le soignant peut s'appuyer face à ce qu'ils vivent. Moi, c'est juste par rapport à l'université des patients. Effectivement, j'ai eu la chance d'être diplômé d'un DUETP de l'université des patients à Paris. Hmm. Et je dirais l'université des patients. Et après, la question, elle est là. C'est-à-dire que, effectivement, on est toujours en train de nouveau de se former, de prendre du paplard, parce que je suis Hmm. désolé. Alors, il y a la formation et ce qu'on y apprend, et c'est très important. Mais malheureusement, on est dans un pays, à l'instar du Québec, justement, on a beaucoup parlé, où il faut à tout moment montrer le papier, montrer le diplôme, montrer le truc, et encore une fois, encore plus quand on est patient, en disant, voilà, on a parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un patient n'est pas on ne s'arrête pas seulement au patient, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire, le vécu professionnel du patient, et tout ça est occulté parce qu'on voit patient en premier, comme moi ce que j'appelle le patient trait d'union, patient expert, patient partenaire, patient formateur, patient enseignant. On oublie tout ce qu'il y a derrière parce qu'avant, il y a patient et on s'arrête là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors, ce n'est pas dans notre communication ce soir, mais c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse encore plus nos preuves quand on a une maladie chronique, et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà. Nous, j'étais formée sur Marseille, à la Timone, et le groupe de patients qui étions là en formation, on a formé une association patients experts, et justement, actuellement, on est en train de réfléchir sur cette dénomination patient expert, ce qu'est un patient expert. Il y a tellement de dénominations pour les patients qu'on s'y Hmm. perd. On s'y On a perd. énormément de mal à s'y retrouver, on se situe où, on est qui, on est perdu au milieu de tout ça. Donc voilà, on est en train de réfléchir, voir l'après, qu'est-ce qu'on peut faire après. Voilà. Donc, il faut du temps, je pense, mais on commence à bouger. Je pense qu'il y a, voilà, ça commence à bouger. Les questions se posent, il faudra du temps, c'est sûr. Hmm. Merci Christine. Peut-être qu'on peut avoir du coup le retour, la synthèse de Claire Soldaini sur… elle va peut-être nous partager l'écran. Merci pour tous vos échanges, pour votre Merci. participation. Je tiens un tout petit peu quand même à m'excuser parce qu'il n'y a, à mon sens, pas eu… ça devrait être un format d'une demi-journée, en fait, cette thématique-là, je pense. Mais c'était à tester.
Ouais. Je pense qu'il y avait encore beaucoup d'échanges à creuser, beaucoup de choses, et notamment les participants, peut-être encore plus d'interactions. Mais c'était déjà très, très riche. Très, très riche. Et vraiment, je tiens à remercier vraiment tout le monde pour ça. Et je vais mettre juste en co-animateur Claire pour qu'elle puisse nous partager un petit peu sa synthèse Mmh. de ce qu'elle a pu faire. Vous m'entendez là? Oui. Super. Alors j'ai un problème de connexion, donc si ça coupe parfois, toutes mes excuses par avance. Si jamais ça coupe complètement, Duncan, je t'ai envoyé la synthèse pour que tu puisses la partager. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Alors, hop, moi je vous mets à côté. Voilà. Alors, je suis partie d'une page blanche, donc reconnaissance du patient et du soignant, même combat, même si j'ai vu très vite que ce n'était pas une page blanche en fait, que c'est un sujet qui n'est pas juste là d'actualité, qui a été exacerbé par l'actualité, mais qu'il existait déjà des choses, comme tu l'as dit, Duncan, dès le début, dans ton constat, du côté du patient, on a un patient qui en a marre. Vous le voyez? Ou il est tout petit? Vous arrivez à voir? Oui, C'est oui. très bien. Okay. Il en a marre parce que 20 millions de malades chroniques en France, c'est beaucoup. Parce que toutes les sphères de la vie peuvent être fragilisées, parce que la vie avec la maladie, alors ok, ça permet l'autonomisation, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, du patient, et ça n'est pas toujours reconnu par les professionnels de santé. Et donc, il aimerait bien être enfin considéré comme un sujet, ce patient. Vous avez aussi parlé de perte d'humanité, de la technique qui prend le dessus aux dépens de la présence humaine. C'est en tout cas moi ce que j'ai entendu. Et que le parcours de santé ressemble parfois à un parcours du combattant. Côté patient. Et puis, côté soignant, qu'est-ce qui se passe? Côté soignant, on en a marre. On en a marre parce que la population des soignants est touchée par le burn-out, c'est la plus touchée, d'après ce que disait Duncan, pardon, parce que le soignant est plus poussé à être technicien, d'après ce que je comprenais dans la formation initiale, formation donc, de technicien avant tout, de scientifique, alors que sur le terrain, il peut être confronté à des maladies chroniques et que ces situations demanderaient une alliance thérapeutique. Alors que la tradition est plutôt une tradition, j'ai entendu, paternaliste, qui pouvait infantiliser le patient. Et puis, en plus de tout ça, le soignant ne prend pas toujours soin de lui, il prend soin du patient et sa santé à lui et sa santé physique et psychique, ça passe derrière. Voilà le système de santé, donc avec des tensions côté patient, côté soignant. Si on rajoute à tout ça la Covid, on rajoute des tensions. Avec, du côté du patient, une perte de repères, j'ai entendu, avec la relation à distance qui s'est créée avec leurs soignants, et puis une anxiété exacerbée par la crise, par l'épidémie. Si jamais je dis des bêtises, vous me coupez. Hein. Du côté du soignant, j'ai entendu l'aspect de la guerre idéologique exacerbée par les médias. J'ai entendu aussi l'augmentation de la charge mentale, notamment parce que les soignants étaient touchés par la Covid. Donc, il y avait une crainte pour leur propre santé, aussi pour celle de leur famille, et puis celle des patients. Tout ça, ça fait beaucoup, d'autant plus qu'on leur a demandé de se former dans l'urgence à la téléconsultation. Et puis, ce besoin de reconnaissance, enfin, qui est arrivé avec la Covid. Et finalement, tout ça, cette crise a révélé des besoins communs. Là aussi, c'est ce que j'ai entendu. Des besoins communs de sécurité pour sa vie, pour sa famille,
pour son entourage, des besoins de respect, de reconnaissance et de lien. Et que ces besoins communs, finalement, vont pouvoir relier patients et soignants qui font partie d'un même monde. Et que ce ne sont pas deux mondes séparés, mais bien deux acteurs principaux du soin. Il n'y en a pas un sans l'autre, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais c'est bien l'un avec l'autre. Alors, là, vous allez voir que il y a du coup quelque chose qui se crée, c'est un arbre. Parce que chacun peuvent être les racines d'un même arbre, l'arbre du soin, avec un beau feuillage. Et là, c'est toutes les pistes dont vous avez parlé. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble en co-créateur du soin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les fruits de cette collaboration? Eh bien, j'en ai noté quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je n'ai pas pu tout dire. Donc, c'est vraiment moi, ma vision. J'ai noté la relation d'échange de savoir, celui du patient et du soignant en collaboration, en partenariat. J'ai noté créer la confiance entre les professionnels et les patients. Et pour ça, une solution, ce serait peut-être de former à la communication bienveillante. Et ce n'est pas une formation par le papier, mais c'est bien une formation où on va demander aux soignants de se prendre en charge, de se connaître lui-même et d'être dans un comportement, pas seulement dans la technique, mais dans la relation. J'ai noté la reconnaissance de l'expertise du patient expert, qui va dans le même mouvement. La confiance et la collaboration entre soignants. Et pour les soignants, j'ai noté aussi qu'il était important d'avoir un îlot de connaissances scientifiques communes qui soit mis à jour parce que ça évolue constamment, en plus d'une démarche de connaissance de soi et de formation à la communication, à la relation. Comprendre la réalité du patient, je ne sais pas où il est, mais voilà, comprendre la réalité psychique vécue par le client, par le patient, pardon. Je le reprendrai après. Et puis à la fin, vous avez parlé des ressources. Hop, mes petites ressources là. Alors des ressources associatives, des ressources avec le réseau des professionnels de santé. Les sites, j'ai noté le site CoronaClick, la Maison de la médecine et de la culture. Voilà qui nous donne un panorama de ce qui a été vu, de ce qui a été dit aujourd'hui. Et donc en synthèse, ce serait en tout cas pour moi, ce que j'ai retenu d'essentiel, c'est vraiment, on n'a pas un côté le patient, d'un côté le soignant, on a deux acteurs, deux partenaires de la relation du soin et que c'est encore quelque chose à co-construire, à développer. Comment c'est pour vous, ce que j'en ai tiré comme synthèse? Oui, si certains souhaitent réagir, merci énormément. C'est magnifique, Claire. Si certains souhaitent réagir. Bravo, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo, bravo. Je t'embauche, Claire, pour ma prochaine formation. Yes, avec plaisir. Bravo, moi aussi. Il y a cette idée du lien, il y a cette idée qu'à partir de cette souffrance commune, de cette reconnaissance d'une souffrance, des liens se créent et des fruits peuvent naître Il y a juste à une partir de chose. cette reconnaissance. Oui. Peut-être juste une chose, c'est que je pense que le patient ne veut pas enfin être considéré comme un sujet de soin, mais être considéré comme un acteur de sa propre santé. Voilà, c'est juste là, il n'y a que ça. Voilà, c'est juste ce point-là qui me semble quand même important, quoi. C'est très important, merci. Voilà. Et même comme un auteur, comme le disait Et comme un auteur, tout à Philippe au fait. début, hein, parce vrai, que être Francis. acteur, c'est bien, être auteur, c'est mieux. Auteur, c'est mieux. Ouais. On est d'accord. Finalement, écrire sa vie plutôt que de Sinon, jouer. oui. Voilà. Wow, D'accord. magnifique. Magnifique. Ouais, bravo. Belle Bravo, espèce. merci. Et peut-être certains participants, un petit mot, si vous souhaitez réagir.
Il y a des merci beaucoup de Jeffrey qui nous dit merci beaucoup Claire. Possible d'avoir ce schéma dans le groupe Facebook hein. Ça, oui, je pense que ça sera possible, Karine. Très chouette, très créatif. Bravo pour cette conférence et pour Sonia qui nous dit bravo pour cette conférence et de la synthèse en illustration super sympa. J'espère que nous pourrons la voir sur le groupe ETP Facebook. Je vote pour la communication non violente ou bienveillante. Je suis attendu pour le repas. Je vais devoir vous laisser. Au plaisir et bonne soirée tous. Merci encore. Je vais peut-être conclure juste en vous remerciant vraiment parce que c'est vraiment très touchant que vous ayez tout de suite, très rapidement accepté mon invitation qui vient vraiment du cœur. C'est vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps un petit peu à faire tout ça. Je m'en fiche complètement, ça a du sens pour moi. C'est vraiment avec le cœur, avec tout ce qui s'est passé récemment. Je pense que ça peut être une toute petite pierre à l'édifice, pourquoi pas, dans nos esprits. Merci beaucoup. Et dans notre cœur. Merci Duncan et merci à tous. Merci à tous. Merci à chacun. Merci Duncan. Oui. Je mettrai sur le mail de Duncan les références de ce que j'ai dit avant la réunion. Tout à fait. Ouais. Sur l'article. Merci à Philippe. Merci. Merci. Merci à vous. À la prochaine. L'enregistrement sera disponible bien sûr sur Facebook, sur Internet et vous pourrez me le demander sans problème. Voilà. Merci. Merci à tous. Au revoir. Prenez soin de vous Merci. et bon courage dans cette situation.